Merci beaucoup pour cette présentation et cette invitation dans ce colloque d'Academia Christiana où j'ai l'honneur de m'exprimer sur ce sujet. Alors de façon très modeste, je suis pas, ce sera certainement moins brillant que mes prédécesseurs, les précédents intervenants, mais à ma petite échelle, c'est vrai qu'avec mon parcours de militante, je voulais choisir ce thème de après les présidentielles, qu'est-ce qu'on fait concrètement? La sécession est-elle la seule option? Et quelles sont véritablement notre marge? Quelle est notre marge de manœuvre à nous et quel est notre rôle à nous? Effectivement, donc après un contexte qui a été assez rude pour nous, des élections qui ont été rudes, 7% au présidentiel, je l'apprends à personne ici, mais ce serait mentir que dire qu'on n'a pas été chacun peut-être déçu ou affecté, en tout cas pour ceux qui ont pu voter Reconquête, par ces résultats, ou en tout cas si on a voté le Rassemblement national comme vivre assez mal ce deuxième échec au second tour des présidentielles. Et quand bien même c'est encourageant, ça n'en reste pas moins assez frustrant et assez insuffisant finalement. Qu'est-ce que nous avons manqué? Qu'est-ce que nous aurions pu mieux faire pour obtenir la victoire que nous attendons tous? Et surtout, est-ce que la victoire politique et électorale est le seul horizon que nous ayons pour reconquérir notre pays? Aujourd'hui, l'hégémonie culturelle de la gauche est absolument totale. C'est une sphère de la société que la droite exploite malheureusement assez mal, ou en tout cas pas assez. On a une majorité des médias qui sont contre nous, et ça, je pense que quand on est un petit peu dans des milieux de droite, on ne s'en rend pas compte à quel point la propagande est vraiment martelée tous les jours sur toutes les chaînes de télévision. Nous, on suit nos propres médias, on suit sur les réseaux sociaux les personnalités politiques qui nous plaisent, et finalement, on peut parfois avoir cette sensation un peu de bulle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le résultat de Éric Zemmour à la présidentielle nous avait d'autant plus choqués, parce qu'on avait l'impression autour de nous qu'en fait tout le monde allait voter Zemmour et qu'il allait au moins faire 15-20%. Mais non, les Français tous les jours sont vraiment matraqués par cette propagande. C'est également le cas à l'école. Pour peut-être certains d'entre nous, on a eu la chance d'être dans des écoles privées ou catholiques et donc d'être un peu préservés de cet aspect-là. Mais c'est une chose que la majorité des Français expérimentent. Et puis enfin, vous avez, comme dernier élément assez négatif et qui pourrait nous pousser au pessimisme de la liste, la censure que nous subissons de façon très violente. Et pour ma part, j'en ai fait largement les frais, puisque je n'ai plus que YouTube comme réseau social mainstream et sinon Telegram. Bon, on s'en sort quand même, mais voilà. C'est d'autant plus difficile du coup de diffuser nos idées et de convaincre un maximum de nos compatriotes français. Mais on va quand même citer quelques éléments positifs de ce contexte. On a désormais des entreprises patriotes qui se montent et qui d'ailleurs affichent leur couleur politique à découvert. Je vais citer le très célèbre Terre de France, mais c'est un exemple qui n'existait quand même pas il y a encore quelques années. Une entreprise ouvertement qui se dit patriote, qui finance des projets politiques ou moins politiques, mais qui en tout cas n'a pas peur de se revendiquer comme tel et qui arrive à générer des bénéfices conséquents et à faire vivre plusieurs personnes. On a évidemment des groupes communautaires, comme ici à Academia Christiana, comme des mouvements de jeunesse comme a pu être Génération Identitaire. On a des instituts de formation, l'IFP, l'ICEP, l'Institut Iliade, etc. Et aussi, surtout, on a tout un vivier de jeunes de droite mobilisables, dont vous faites partie, pour militer, qui a été tout de même principalement généré par Génération Zemmour au moment des élections présidentielles. Et même si beaucoup de jeunes se sont un peu écartés de la politique suite aux résultats, il reste quand même un potentiel militant assez conséquent. Donc l'enjeu qui va être le nôtre va être de jouer sur nos forces et prendre acte de nos faiblesses. Le problème de notre camp politique, c'est que souvent il se concentre uniquement sur les élections présidentielles, même si j'imagine que ici, puisque vous assistez à ce colloque, vous avez compris qu'il y avait d'autres sphères de la société où nous pouvions faire peser nos idées. De manière générale, le camp de la droite se concentre principalement pendant le temps des élections et en fait n'existe que pendant quelques mois avant la présidentielle. Et après, les gens de droite, ils disparaissent.
Et pour beaucoup de Français, eh bien, au moment des présidentielles, tout d'un coup, voilà, on a l'impression que c'est le retour du pire. Tout d'un coup, la droite émerge. Et en fait, le reste du temps, les Français dans la vie de tous les jours ne croisent pas tellement des gens de droite qui pensent comme nous, et on disparaît. Et c'est vrai que, pour le coup, Génération Identitaire avait souhaité essayer de casser ce phénomène-là et d'exister hors du temps présidentiel, et d'exister sur les 4 ans avant et après. Donc notre enjeu, ça va être de faire en sorte que nos idées aient une portée nationale, mais pas uniquement au moment des élections. Puisque les élections, moi aussi, hein, j'ai été un peu affectée par le résultat, et puis j'ai aussi remis en cause beaucoup de mes croyances, peut-être que je portais trop d'espoir dans les élections présidentielles, et je me suis dit finalement, les élections présidentielles, c'est un moyen comme un autre de faire avancer nos idées plus que de gagner le pouvoir en tant que tel, même si c'est évidemment notre but à terme, mais dans l'immédiat, ça semble un peu compliqué. Donc, il faut utiliser le système électoral comme outil métapolitique, notamment via l'audience qu'ont ces partis politiques dans les médias, pour faire avancer nos idées. Il faut aussi considérer le fait que on a peut-être trop tendance, parfois à droite, à avoir une vision très populiste. Alors, le terme n'est pas négatif en soi, mais d'idéaliser un petit peu notre peuple et d'espérer que, il se réveille, et donc finalement attendre ce réveil et ne pas nous-mêmes, individuellement, s'investir et s'engager politiquement. Sauf qu'on l'a bien vu, déjà les classes populaires que nous défendons, que nous sommes véritablement les seuls à défendre, la gauche se targue de le faire, mais évidemment ce n'est pas du tout le cas. Les classes populaires ne se mobilisent souvent que lorsqu'elles sont impactées dans leur quotidien par tel ou tel événement. Les gilets jaunes, c'était l'augmentation du prix du gasoil. J'imagine que quand le coût de l'électricité va augmenter, on aura des personnes qui appartiennent à cette catégorie de la population qui vont effectivement se faire entendre, peut-être manifester. Sauf que manifester sans accepter la récupération politique, eh bien finalement, ça n'aboutit malheureusement pas à grand-chose. C'est une partie de la population qui est très peu politisée, qui est un peu désorganisée, et qui, si jamais elle n'accepte pas à ce qu'un parti politique récupère ses revendications, finalement leurs revendications tombent dans l'oubli. Et comme malheureusement ils n'ont pas également beaucoup de pouvoir économique, puisque ce sont des foyers qui sont assez pauvres, en tout cas qui sont parfois en difficulté, eh bien, ils pèsent assez peu, voire très peu, dans la vie politique, et petit à petit s'en désintéressent de plus en plus. Donc, il est de notre devoir à nous, même si nous sommes une certaine minorité, d'acter ce fait et de prendre les rênes de notre destin, individuellement. Il faut considérer que le réel ne fera pas le boulot tout seul. On a beaucoup tendance à dire que oui, de toute façon, nous sommes le camp de la vérité, le réel nous donne raison, c'est vrai, mais mine de rien, ça suffit pas. Je me souviens d'un reportage de Livre Noir à Molenbeek qui interviewait, le journaliste à un moment interview deux femmes qui habitent dans cette banlieue de Bruxelles, qui est absolument islamisée, c'est Roubaix Empire, et qui rigolent en disant « Ah oui, nous, quand on va faire notre marché, on se fait traiter de mécréantes, mais on en rigole. » Vous avez quand même des Français qui peuvent avoir ce genre d'expérience, alors là c'est vraiment extrême, mais tout cela pour vous illustrer le fait que parfois le réel ne fait pas le boulot tout seul, et que c'est de notre devoir de nous investir et d'être convaincants pour justement répondre aux questions, ou en tout cas faire franchir le pas du vote à droite, ou en tout cas de l'engagement à droite, à davantage de personnes. Donc, pour agir efficacement, il faut sculpter le réel à portée de main, il faut créer des communautés concrètes, et surtout, il faut identifier à quel profil on appartient. Parce que le militantisme, en tout cas l'engagement politique, c'est pas réservé uniquement à ma génération ou aux jeunes, c'est pas non plus réservé uniquement à des politiciens à cheveux gris sur les plateaux de télévision. On a tous individuellement une responsabilité et un devoir que nous devons mener à bien. Quel que soit notre métier, quelles que soient nos compétences, on a tous un rôle à jouer. Et c'est justement parce que nous avons nous avons conscience du problème que nous avons d'autant plus de devoirs.
militant de la rue ou grand philanthrope milliardaire, un moment, il faut savoir jouer sa peau et faire en quelque sorte son coming out politique, c'est-à-dire un jour ou l'autre, sortir du bois et dire bon, bah, voilà, moi je vote de droite et je me porte très bien, et finalement on est des gens tout à fait normaux, on n'est pas des marginaux, et réinvestir le réel en fait. Chacun se situe dans un endroit social différent, que ce soit les entrepreneurs, les responsables associatifs, les acteurs métapolitiques, mais chacun dans la sphère où il évolue doit faire progresser nos idées. De quelle manière? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous exposer, même si je pense que pour beaucoup des choses que je vais dire, vous en avez peut-être déjà conscience. Mon but ne sera pas tellement de vous apprendre quelque chose, mais surtout de vous remotiver et de vous reconvaincre de l'importance de vos engagements respectifs, de l'importance de durer dans ces engagements, parce qu'on a tous parfois des moments où on va être particulièrement motivé et d'autres où ça va être particulièrement difficile et où on aura du mal à rester justement constant dans ces moments-là. Pour ne citer que ma modeste expérience ou celle d'autres militants de Génération Identitaire, une fois la dissolution, ça fait mal. Et là on se dit, ok, Génération Identitaire est dissous, ça fait, je parle pour moi, mais 3 ans que j'y milite, que maintenant j'ai ma tête qui est affichée partout, que je risque d'avoir quelques difficultés à avoir un travail, somme toute, un peu normal, ou en tout cas classique. Qu'est-ce que je fais? Et ça peut ne pas être évident, mais au final, il y a toujours une issue de sortie, et l'importance justement de la formation militante, de participer à ce genre d'événements, de créer un réseau, etc., c'est d'avoir les épaules nécessaires pour durer dans ces moments-là. Donc les différents profils d'engagement militant, vous avez le premier, le militantisme de rue, l'activisme, c'est l'agit-prop, c'est aussi le syndicalisme étudiant comme la cocarde étudiante, l'Uni ou que sais-je. C'est, on va dire, le domaine que je connais le mieux. Encore une fois, il y a des personnes qui militent depuis bien plus longtemps que moi, mais c'est par là que personnellement j'ai commencé. Et sa fonction, c'est surtout d'agir en dehors, encore une fois, du calendrier électoral et de faire parler de ces thématiques et de jouer sur la fenêtre d'Overton. Je vais parler vite fait de ce qu'est la fenêtre d'Overton. J'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je fais un bref rappel, c'est-à-dire que imaginez que toutes les opinions, on va dire communément admises en majorité dans la société, se trouve dans un cadre, une fenêtre qui elle-même pourrait avancer à droite et à gauche, et il faudrait considérer que chaque transgression intelligente puisse faire déplacer cette fenêtre petit à petit vers son camp. Donc une idée auparavant considérée comme radicale peut devenir entendable, puis normale, puis modérée, puis tiède, etc., etc. Donc ça, c'est le concept de la fenêtre d'Overton. Ce qui caractérise ce profil militant, si jamais vous vous sentez la militante, il faut avoir un certain goût de l'aventure et un certain goût du risque, et être un peu une tête brûlée. Mais l'intérêt de ce profil, c'est au quotidien de faire émerger des thèmes et rassembler et former concrètement la jeunesse. Parfois, on peut avoir l'impression que coller des affiches et des stickers dans la rue, ça sert un peu à rien et c'est un peu fastidieux, on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mais en fait, déjà, c'est formateur. C'est dans le militantisme que les opinions politiques se forgent et sont chevillées au corps. Je peux vous dire que pour certains qui ont peut-être déjà vécu ou qui le vivront peut-être à l'avenir, quand vous passez 48 heures en garde à vue toute seule dans une cellule avec une couverture qui sent mauvais et l'envie de rentrer chez vous, vous avez le temps de réfléchir et de vous poser la question « Pourquoi je suis là et est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Et si jamais vous gagnez à ce test, si jamais vous réussissez ce test, eh bien, il y a davantage de chances à ce que plus tard, quand vous continuerez votre engagement militant et peut-être, qui sait, un jour une carrière politique, même si je n'aime pas tellement le terme de carrière, eh bien, ces convictions que vous aurez plus de facilité à être intègre et en tout cas à résister à la tentation, à l'électoralisme ou à ce genre de choses. Et la première ressource du militant activiste, c'est pas le capital économique, c'est le capital humain, parce qu'il permet d'attirer à lui des personnes de tout horizon et de les fédérer, de les former et de faire émerger peut-être, qui sait, les prochaines têtes ou les prochaines figures ou les prochaines personnalités politiques de premier plan. Ensuite, le deuxième profil, je dirais que c'est l'élite économique qui est plus discrète, mais qui, un jour ou l'autre, également
si elle le peut, doit soit afficher publiquement ses idées, soit aider financièrement en fait, des associations militantes, des instituts de formation comme celui-ci. Et en fait, je dirais que l'élite économique, c'est voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'élite économique, c'est le moteur de toutes les autres sphères de l'engagement politique. Voilà, son objectif, la stratégie de ces personnes, c'est en fait de devenir les plus compétentes possibles dans leur domaine d'expérience. Et ça peut être n'importe quel métier en réalité. Si, disons, vous voulez être avocat, vous fixez comme objectif d'être le meilleur avocat, allez, soyons ambitieux, de votre ville, ou en tout cas de votre promotion, et bien à ce moment-là, déjà, vous commencerez à être respecté par vos pairs, vous aurez une sphère d'influence qui sera considérablement agrandie, et puis si en plus de ça, vous dites, eh bien moi, je vote à droite et je suis identitaire, eh bien vous serez tout de suite beaucoup plus crédible et vous aurez plus d'influence dans le réel auprès de votre entourage. Parce que, encore une fois, les électeurs de droite, eh bien, ils ont assez peur en général de dire ouvertement leurs idées dans leur entourage, mais si justement ils ont une certaine aura, eh bien, ils seront d'autant plus écoutés et ils seront plus difficilement critiquables, on pourra plus difficilement les moquer. Ensuite, vous avez le profil électoral. Excusez-moi, je voulais simplement rajouter le fait que l'élite économique, ça peut être nous individuellement, mais pour vous donner un exemple très concret de son utilité, c'est quand vous avez quelqu'un comme Charles Gave, par exemple, qui pendant des années, certes, n'a pas forcément davantage fait fructifier son capital, sauf qu'en fait, aujourd'hui, quand il peut s'exprimer, il est absolument intouchable, ou c'est encore Elon Musk qui rachète Twitter, qui vire les salariés woke, et puis personne ne peut rien dire parce que il est absolument intouchable et il est beaucoup trop installé économiquement et financièrement. Et c'est d'ailleurs ça qui fait encore plus rager nos amis de gauche, si je peux me permettre le terme. Enfin, vous avez le troisième profil électoral. Celui-ci, il est, comme j'ai pu le dire auparavant, assez investi par la droite déjà. Je pense que ce n'est pas nécessairement celui où on a le plus de lacunes. Et si je pouvais vous donner un conseil, ce serait davantage de vous tourner vers les autres sphères où on a besoin justement de capital militant. Le profil électoral, il peut être passionnant, assez grisant, mais il est très dangereux dans la mesure où il est plus difficile de rester intègre, encore une fois, de ne pas tomber dans l'électoralisme. Et ce qui d'ailleurs peut se comprendre d'un point de vue purement humain, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous avez une famille à nourrir. Si tous les 5 ans, on vous dit peut-être que vous allez peut-être devoir vous réorienter et changer de métier, eh bien, il est somme toute assez humain que beaucoup de politiques tombent dans ce travers, en privé disent des choses énormes, et en public, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste, eh bien, trahissent leurs idéaux. Donc, si la carrière politique vous intéresse, avoir été militant, c'est justement encore une fois un atout parce que vous saurez d'où vous venez, vous aurez mis la main dans la colle et ce sera donc plus difficile de vous faire perdre pied. Le quatrième profil, c'est le profil métapolitique et là c'est celui sur lequel on a beaucoup plus de lacunes, le milieu culturel et de l'influence. Alors certes, on commence un petit peu à voir, j'aime pas tellement le terme, mais un peu des influenceurs, des personnalités politiques de droite un peu connues sur YouTube ou autres, mais ça reste quand même encore faible. Et surtout, dans le domaine culturel, les arts, la musique, la gauche est omniprésente et pour le coup, on ne nous entend pas du tout. Et ne sous-estimez absolument pas le pouvoir de ces arts-là. Si jamais vous sentez une âme musicale et que vous vous lancez dans ce projet et que vous arrivez à faire passer des idées subtilement ou en tout cas à faire transpirer un certain idéal et une certaine vision du monde, c'est extrêmement efficace et peut-être même plus efficace, d'ailleurs si en fait je pense que c'est même plus efficace que la politique électorale en réalité, parce que imaginez que demain on prend le pouvoir politique, Marine Le Pen ou Éric Zemmour est élu. Voilà, au choix. À ce moment-là, il sera déjà assez difficile de manœuvrer parce que vous aurez forcément des instances, l'Union européenne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais surtout vous n'aurez pas l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est très important. Si jamais vous n'avez pas
derrière vous l'opinion majoritaire. Si jamais les médias, mais aussi la culture, la musique, les stars, les artistes continuent continuellement de faire de la propagande et de laver le cerveau de toute une génération, ça va être très difficile pour vous d'être populaire. Si vous n'êtes pas populaire, vous ne serez pas réélu, ou alors vous faites une dictature, mais c'est assez contre-productif, et généralement ça cause plus de tort qu'autre chose sur le long terme. C'est encore plus difficile après de réussir à réobtenir le pouvoir, et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc encore une fois, la sphère métapolitique et culturelle est absolument cruciale, fondamentale. On a quelques petites initiatives quand même qui commencent à se dessiner, qui sont intéressantes. Par exemple, on a des petites initiatives comme, enfin petites, non pas petites. Vous avez l'Institut Iliade qui organise des expositions, qui produit justement du culturel, mais on en est encore à nos débuts. Il faut réussir à développer une vision, montrer ce pourquoi on est pour et pas uniquement ce contre quoi on se bat. Parce que très souvent, les Français en majorité, ils ont très bien compris qu'on est anti-immigration, on est anti-islamisation, tout ce genre de choses-là, c'est important de continuer d'en parler, mais ils aimeraient bien savoir pourquoi est-ce qu'on se bat vraiment. Et malheureusement, quand on parle de la France avec emphase, ça ne parle pas toujours à beaucoup de gens, puisque vous avez le critère d'appartenance au peuple français objectif, l'appartenance à un peuple français de souche, à un peuple originel, et vous avez le sentiment d'appartenance, ou en tout cas la conscience d'appartenance à justement un peuple, quelque chose qui a une continuité dans l'histoire, une culture, des ancêtres, etc., etc. Une vision du monde. Et en fait, je pense que ce qui a aussi causé énormément de tort à Éric Zemmour, c'est qu'il parlait beaucoup de la France, justement de cette idée qu'il avait de la France, mais beaucoup de Français ne savaient même pas de quoi il parlait vraiment. Pour eux, être Français, c'est habiter en France, et c'est tout. Ils auraient pu habiter n'importe où ailleurs, ça ne changeait pas vraiment leur quotidien. L'histoire de France, ils ne la connaissent pas, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, on ne pourrait pas tellement les blâmer, c'est aussi l'éducation nationale, et encore une fois, tout cet esprit de propagande qui les enrobe, et qui fait qu'ils ne savent pas véritablement ce qu'est être français. Et nous, qui le savons, nous qui ressentons cette chose dans nos tripes, quand on voit ces résultats, on se dit mais c'est pas possible, le peuple il peut pas se réveiller, il se rend pas compte du trésor qui est entre ses mains, de cet héritage absolument magnifique à préserver. Non, il n'en a pas conscience. Et ça va être aussi notre rôle de lui en faire prendre conscience par des films, par de la musique, etc. On a par exemple le Puy du Fou qui, peut-être l'avez-vous vu, va sortir un film Vaincre ou mourir le 8 décembre. Bon, ça a l'air d'être une production très qualitative, de qualité professionnelle, etc. C'est de notre rôle aussi de faire en sorte que ce film marche et qu'il soit vu par le plus possible de Français. En fait, il faut montrer aux Français que c'est dans notre camp que les lendemains chantent, et pas dans celui de la gauche. Et pour ça, il va falloir qu'on développe une vision, un idéal, un mythe à atteindre, un rêve, quelque chose qui fasse que les Français aient envie de se projeter dans l'avenir avec nous, et pas uniquement revenir dans le passé, puisque déjà, ils ont l'impression qu'on est des rétrogrades, et surtout, ils ne le connaissent vraiment pas en réalité, ce passé. Le but, c'est qu'on les fasse rêver, avoir une vision positive et pas uniquement alarmiste. C'est important, mais je pense que la majorité des Français, en fait, ils le voient, le côté alarmiste. Et si jamais on insiste encore plus dessus, ça leur fait plus peur qu'autre chose. Il y a énormément de gens qui votent Macron, qui sont d'accord avec les constats d'Éric Zemmour. Mais ils ont peur de son côté alarmiste. Donc il faut montrer, bon, pas la Startup Nation, mais quelque chose qui leur se dise, en fait, si c'est eux qui sont aux rênes du pouvoir, la France va aller mieux, clairement. Enfin, le 5e volet, c'est la formation, la transmission, comme Academia Christiana, comme l'IFP, comme l'ICEP, comme tous ces instituts-là, qui justement également identifient et suivent des jeunes ou des moins jeunes et identifient leur potentiel et leur font le développer. Donc ces instituts sont très importants et cruciaux, et aussi ils nous permettent de nous retrouver, comme aujourd'hui, de tisser des réseaux, de tisser des liens et des communautés. Puisque les personnes que vous serez amenés à fréquenter en fait, dans ces colloques ou dans les mouvements militants, finalement, il y a quelque chose, c'était lors d'un séminaire de l'IFP que j'avais fait au début de ma formation militante, c'était Alexandre Peset, son fondateur, qui avait dit quelque chose qui s'est révélé très vrai par la suite.
et qui m'a un peu amusée quand j'y repensais, c'était que les personnes qui s'engagent en politique sont amenées à fréquenter les mêmes personnes de leur génération tout au long de leur vie, en fait. Et concrètement, moi, dans mon séminaire, il y avait Alice Cordier, Jordan Florentin et je sais plus, peut-être une tierce personne. On n'était pas du tout encore exposés médiatiquement, mais c'était amusant de voir comme ça qu'on allait continuer de se suivre. Et donc, c'est d'autant plus important de tisser des liens forts entre nous, de s'entraider et voilà, d'être soudés. Ce qui parfois peut un peu nous manquer. Et dernière chose que je dirais, et là ça s'applique à tout le monde, c'est que on a un devoir de rigueur et de professionnalisme. Parce qu'on a la vérité dans notre camp, mais la vérité ça suffit pas. C'est d'autant plus, je dirais, scandaleux ou honteux, ou en tout cas indigne de nous, quand, imaginons, on a une occasion de s'exprimer devant un grand public, par exemple à la télévision, et qu'on n'a pas ses sources. On vient un petit peu là sans s'être préparé, on n'a pas le droit. On a déjà tellement peu d'occasions d'avoir cette petite fenêtre de tir et de pouvoir exprimer nos idées que si on n'arrive pas avec quelque chose de préparé à l'avance, de carré, vous avez vos sources, vous avez vos fiches, enfin, je veux dire, c'est inadmissible. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc, on a un devoir d'être rigoureux et voilà, intègre, professionnel, tout ce que je vous ai dit. Les gens de droite, parfois, et moi la première, on peut être assez fanfaron et vantard quant à notre capacité à débattre. Moi la première, j'ai pu me rendre compte que parfois j'étais un peu coincée et qu'il faudrait peut-être un petit peu plus s'entraîner. Et en réalité, eh bien, les gens de droite, enfin, on va dire les droitards moyens, parfois, face à un syndicaliste de gauche étudiant formé, eh bien, il peut perdre, même s'il a raison. Enfin, mon dernier point sera répondre à cette question. Donc, la sécession est-elle la seule option ? J'ai déjà plus ou moins répondu, mais je pense surtout qu'il ne faut pas voir la sécession comme une séparation complète, mais comme une préparation de la crise qui vient. Il faut développer des réseaux, des communautés, comme j'ai pu le dire, pour se sevrer au maximum de l'État, de la dépendance économique que nous avons vis-à-vis de lui, éviter la surveillance et le flicage au maximum et apprendre l'autonomie. Parce que finalement, c'est en créant une société parallèle, en quelque sorte, sans être des marginaux, encore une fois, parce qu'on reste des gens normaux dans la vie réelle, que les gens peuvent croiser et avec qui ils peuvent discuter en toute cordialité. Quand vous allez dans un bar et que vous discutez entre amis, eh bien, vous montrez que vous êtes des gens cordiaux et vous n'avez pas honte, vous n'êtes pas là à vous cacher en disant « moi j'ai voté pour machin ». En fait, c'est tout à fait normal et même les gens sont étonnés de voir que finalement, on assume tout à fait et c'est aussi comme ça peut paraître bête, mais qu'on finit par normaliser nos idées dans le réel et dans le quotidien des gens. Dans un petit village, les personnes qui ne sont pas tellement politisées vont plus se souvenir du verre qu'ils ont bu avec vous au bar et qu'en fait, ce jeune, il était finalement pas si mal que des grands discours ou parfois de la communication ou ce genre de choses. C'est important d'avoir les deux. Donc encore une fois, créer une société parallèle, ça participe finalement à la reconquête. Et je pense que c'est finalement le mot de la fin de beaucoup d'interventions ici. C'est-à-dire que créer cette sécession en quelque sorte, mais qui n'est pas une séparation, ça participe à la reconquête des esprits. Créer une élite qui s'entraide et qui se tire vers le haut et qui finalement peut arriver tout à fait à obtenir le pouvoir, puisque chacun sait que ce sont les minorités qui font l'histoire et pas les majorités. Et donc en fait, c'est notre rôle à nous, à vous tous qui êtes ici, de faire partie de cette élite et de la représenter. Donc, je dirais pour terminer que, on a aussi un devoir d'optimisme qui est très important. On est tous frappés parfois par le défaitisme, par le pessimisme. Je vous ai cité la dissolution de Génération Identitaire plus tôt dans mon intervention. Ça n'a pas forcément été quelque chose d'évident, mais il faut toujours garder en tête cette petite voix d'espoir, cette petite voix même d'espérance qui nous fait dire que le bien triomphe à la fin, que la vérité triomphe, mais que même si les temps sont durs, eh bien, on y arrivera, tout simplement. Déjà parce que si jamais on n'y croit pas, personne ne voudra se battre à nos côtés. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est très vrai. On a un devoir d'optimisme parce que quand on est dans une dynamique optimiste, déjà
on attire des personnes saines, on attire des personnes qui ont envie justement de gagner, qui ont envie de se battre. Et également, l'optimisme, ça permet de se remettre en question, d'être dans l'autocritique et de faire un tri, par exemple, dans qu'est-ce qui ne marche pas dans mon mouvement militant, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma communication, etc., etc. Et être capable justement d'éliminer ce qui n'est pas efficace et d'aller droit au but. Et par exemple, de ne pas se perdre dans des idéologies qui ne servent à rien, qui sont des impasses et qui nous font perdre du temps. Donc, l'optimisme, c'est important pour cela parce qu'on ne perd pas de vue qu'on veut véritablement gagner. On n'est pas là pour se faire plaisir, même si on peut vivre de très beaux moments, des moments très forts. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est un des arguments que j'avance quand j'essaie d'inciter des jeunes à militer, c'est qu'en fait, ils gagneront beaucoup plus que ce qu'ils ne perdront en réalité. Mais, encore une fois, l'optimisme est important pour ces raisons-là. Si jamais on veut gagner, eh bien, il faut s'en donner absolument tous les moyens, ne pas se donner d'excuses et se remettre en question. Je dirais que je suis la première à penser que tout ira bien pire avant d'aller beaucoup mieux. Et ça, j'en suis pour le coup assez convaincue. Cette guerre, ce combat que nous menons, il peut être même il est frustrant pour beaucoup d'entre nous. Il peut être... c'est rageant en fait, parce qu'on se dit mais on patauge, ça n'avance pas, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, c'est pas une action, c'est pas un collage qui va empêcher l'immigration, c'est pas tel ou tel acte que je pose au quotidien qui va faire que demain la France va être reconquise. Et on préférerait limite que la guerre se passe davantage au front, au moins c'est direct, c'est franc, on se bat et puis que le meilleur gagne. Et en fait non, on est là, c'est lancinant tous les jours. C'est une bataille psychologique que nous menons, c'est davantage mental, de garder à l'esprit que non, nos efforts du quotidien comptent et que nos initiatives comptent et que nous devons les porter au mieux pour l'avenir. Déjà, il y a quelques années, on n'en était pas à la situation où on est aujourd'hui, on n'avait pas toutes ces organisations qui fleurissent. Il y a encore quelques années, dire que vous votiez Marine Le Pen, c'était inconcevable. Donc petit à petit, les choses évoluent, même si elles ne vont pas aussi vite que nous le souhaiterions, forcément. Donc voilà, je sais que tout ira bien pire avant d'aller beaucoup mieux, mais comme disait Hölderlin, qui est un philosophe autrichien, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et ça, j'en suis également convaincue. Le réel est de notre côté, la vérité est de notre côté. Et en fait, à mesure que la situation va empirer, parce qu'elle va empirer, j'aimerais avoir tort, mais c'est certain, je pense qu'on est tous convaincus de ça ici. D'un autre côté, les solutions que nous allons proposer s'imposeront à la majorité, ou en tout cas s'imposeront comme les seules possibles, parce que la situation sera tellement bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui, que les solutions qui pouvaient paraître radicales auparavant, eh bien, paraîtront finalement assez logiques et modérées. Donc, il sera de notre devoir à ce moment-là, quand nos solutions pourront être mises sur la table, déjà il faut déjà en parler aujourd'hui, mais quand ce sera concrètement possible, il faut que nous soyons au rendez-vous, il ne faut pas louper le coche. Et c'est pour ça que nous sommes à un tournant de l'histoire où nous avons notre rôle à jouer. Souvent, je pense que tout le monde dans cette salle s'est déjà dit « j'aurais bien aimé être né à une autre époque ». Et moi, la première, c'est un sentiment qui me traverse assez souvent, ne serait-ce que quand je vois des images d'archives de l'INA ou des vidéos comme ça où on voit la France d'avant, on se dit « mais qu'est-ce que ça devait être bien ?» Et finalement, ma génération à moi, on l'a même pas connue, cette France-là. On en a entendu parler par nos grands-parents, mais de nos propres yeux, on a vu que des vidéos ou dans les livres d'histoire. Alors certes, oui, peut-être que ça aurait été plus plaisant, mais finalement, notre mérite à nous, c'est d'être nés dans cette époque-là et justement de relever le défi et de dire bon, voilà, je prends mon destin en main. J'ai la possibilité aujourd'hui de devenir un héros par rapport à la médiocrité ambiante. C'est ça le positif en fait, c'est que la médiocrité, vraiment il y a un tel nivellement par le bas, une telle médiocrité de notre génération qu'il est assez facile de se démarquer et de sortir du lot. Donc imaginez si vous redoublez d'efforts et vous mettez vraiment tout votre potentiel dans ce but, vous devenez assez facilement héroïque, méritant, etc. La guerre finalement que nous menons, elle est quand même plus facile que dans les tranchées, même si elle a un aspect psychologique qui peut être assez rude au quotidien. On n'est pas une baïonnette à la main
Et donc, je pense qu'on peut relativiser parfois nos moments de faiblesse et de défaitisme qui, encore une fois, nous traversent tous. Donc, je conclurai par ce mot, que l'héroïsme est à la portée de chacun, plus que jamais, et que si nous voulons faire aller l'histoire dans notre direction, nous sommes à ce tournant-là, et c'est notre moment à nous de relever ce défi. Je vous remercie.